Et là, ce que j'ai trouvé fascinant avec l'opération au Venezuela, c'est que on n'a même plus besoin d'enfumer les populations avec un discours. On a pris vaguement 2, 3 semaines pour dire ah, il y a du trafic de drogue, c'est des méchants, bim bam boum. Mais voyez, on s'embête plus à faire s'effondrer des tours à New York pour dire bon, vous voyez, il y a vraiment des méchants, il faut qu'on aille faire une opération qui va durer 20 ans. Et on n'a même plus à faire ça. C'est comme 2, 3 semaines de com avec un bon cabinet conseil. Et puis voilà. Bonjour à tous, chers amis. Il se passe tellement de choses dans le monde aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on entend de l'humanité. Des fois, c'est pas évident de ne pas se positionner, avoir une opinion, comme disait Plotin, de ne pas juger, de ne pas avoir des émotions. Voilà, c'est parfois compliqué. Mais justement, c'est ma recherche à moi, ça l'a toujours été, de me considérer comme une âme de passage et d'essayer, je ne peux pas dire qu'on y arrive, mais d'essayer de, de trouver un positionnement juste qui prenne en compte des choses beaucoup plus grandes que ce que l'on voit, des choses beaucoup plus profondes, et surtout de se positionner soi-même comme le centre de sa boussole et de résister à la tentation de suivre un groupe, de suivre une directive, de suivre des textes, de suivre des injonctions, de suivre l'opinion publique, de suivre le troupeau, de suivre une religion, de suivre des dogmes, de suivre des petites voies intérieures d'éducation ou de traumatisme qui voudraient comme nous construire et vivre à nos dépens, vivre à l'intérieur de nous à nos dépens, comme le corbeau et le renard. Et vous voyez, cette semaine, alors je voulais pas vous parler de l'histoire du Venezuela et puis de la révolte qui a lieu en France, une de plus, mais simplement de partager avec vous comment j'aborde cette sensation, cette information, et qu'est-ce que je peux en tirer à plus long terme pour moi en tant qu'âme en chemin, pour moi en tant qu'être vivant au-delà du temps, et ne pas tomber dans la glu des informations temporelles. Et voilà, je trouve qu'il faut toujours tirer profit de tout ce qui nous arrive et que ça nous soit utile. Et vous voyez, je lisais un texte de Platon. Vous savez que je lis souvent Platon. Et je lisais un texte que je vais partager avec vous après, qui me parlait de ça. Et vous voyez, je me disais finalement, qu'est-ce parce que là, on est souvent dans une posture de reproche. Vous voyez, on est souvent dans une posture que nous sommes des vrais humains, nous sommes dans la réalité, nous sommes beaucoup plus ancrés dans le réel que tous ces gouvernants, que tous ces gens on dirait, qui jouent aux échecs ou même à des jeux vidéo virtuels. Ils vivent avec des lunettes de réalité virtuelle et ils sont là en train de se partager le monde, de de kidnapper quelqu'un, de changer le destin d'un peuple, de dire on va se battre jusqu'au dernier, ah non pas moi, jusqu'au dernier Ukrainien, voilà, jusqu'au dernier Ukrainien, nous les géants de la finance internationale qui sont beaucoup plus puissants que n'importe quel gouvernement, nous allons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, c'est les Ukrainiens qui vont se battre pour nous, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, souvent, nous prenons cette posture d'être beaucoup plus humain, d'être beaucoup plus réel, et nous pouvons nous demander, mais est-ce que ces gens-là ont une âme? Et vous voyez, je pensais à ça et je me disais, mais finalement, je pense qu'on confond. Ça veut dire quoi avoir une âme? C'est quoi la différence? Eh bien, je pense la première réponse qui nous viendrait, ça serait dire, bah, ce qui a une âme, c'est ce qui bouge, c'est ce qui est animé. Et ça, c'est la description des anciens. Donc, pour eux, le monde minéral n'avait pas d'âme, et à partir du monde végétal, il y avait une âme, puisqu'il y avait comme un mouvement de vie, et même les vrais êtres doux et d'âme, c'était les animaux, puisqu'ils se déplacent. Mais je trouve qu'il y a une nuance importante, et ça, je vous en ai parlé dans Alchimie. Alchimie, surtout dans l'alchimie eau. Vous avez sur le cercle d'études en ligne sur mon site, vous avez Alchimie, Alchimie eau, et la masterclass Alchimie eau. Et donc, à l'intérieur, ça existe en livre aussi, vous avez le livre qui est disponible. Je parle du mouvement, parce que l'eau, c'est vraiment le principe du mouvement à l'intérieur de toi. Et donc, je trouve qu'il y a... Parce que tu vois, tu vas dire à un enfant, ben voilà, ce qui a une âme, c'est ce qui bouge. Il va dire, ben les zombies, ça bouge. Justement, donc les zombies, c'est intéressant. Quelle est la différence entre un zombie et un être humain?
Et la façon dont on le représente, je trouve que c'est intéressant, dont on le représente au cinéma, c'est que c'est des sortes de mouvements saccadés, incohérents, et une sorte d'agitation et de prédation. Et quand on pense à la géopolitique internationale ou aux actions des gouvernements ou à plein de choses qu'on observe autour de nous, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, on voit beaucoup d'agitation, d'incohérence et de prédation. Et on dirait même que la prédation, c'est ce qui finalement fait tourner le monde et que est-ce que l'humain est différent du monde animal? Et je me dis, il y a quand même une différence entre avoir une âme, ce qui sous-entend avoir un mouvement et donc avoir un sens, avoir une continuité aussi, une cohérence, une permanence, avoir une âme et être agité et s'agiter. Et je trouve que quand j'observe le monde de l'homme, le monde de nous, les humains, ce que nous faisons, souvent, nous sommes agités en réalité, c'est l'agitation. Et j'étudie beaucoup l'histoire, vous savez, donc tu regardes les empires qui se font, qui se défont, les carrières, les puissances. Tu étudies l'histoire de, je sais pas moi, au 18e, Richelieu, au 17e, Richelieu, Fouquet, tous ces gens-là, Napoléon, Alexandre le Grand, tu vois, voilà, tu vois toutes ces choses. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement avoir une âme, je me dis, parce que où est la cohérence, où est la cohésion même, la cohésion avec le reste de la création. Ça donne des sortes de mouvements très, très égoïstes ou très égocentriques ou très détachés du bien commun. Il n'y a pas de recherche du bien commun. Est-ce que dans nos gouvernements aujourd'hui, en 2 mots, est-ce qu'il y a une recherche du bien commun? Est-ce qu'il y a une perception du bien commun? Est-ce qu'il y a une perception même d'autrui? Franchement, on se demande aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a vraiment une différence à faire entre avoir une âme et être agité. Et je pense que la première chose à faire, c'est de regarder en se disant, est-ce que ce sont des êtres vivants, auquel cas ils ont une âme, ou est-ce que ce sont des sortes de cellules anarchiques dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a un bon sens au terme, qui s'agitent comme ça et qui n'établissent pas de lien, de synergie avec ce qui les entoure. Et vous voyez, moi, ma démarche, c'est toujours ok, tu peux observer ça et tu peux pointer du doigt le méchant président, le méchant dictateur, le méchant machin. Voilà. Et puis, bon, ça c'est, tu observes, et puis après tu te tournes vers toi-même et tu te dis, mais moi, en quoi je suis différent finalement? Parce que oui, je suis pas président de la commission machin, ou président de tel gouvernement, premier ministre de ceci, ou secrétaire perpétuel de cela, mais je suis un être vivant aussi, et moi aussi, j'ai des interactions, j'agis, j'ai mon petit royaume à moi, j'ai mon petit, je suis moi-même un gouvernement d'un petit monde. Est-ce que je suis agité? Est-ce que j'ai des mouvements saccadés et incohérents? Est-ce que je suis un prédateur? Ou est-ce que j'ai une âme? Est-ce que je suis une âme? Est-ce que je suis dans un mouvement? Et tu vois, Pythagore parlait de l'harmonie des mondes et il rappelait que l'univers est animé finalement. Les planètes tournent autour du soleil, les constellations, les étoiles. Tu vois, il y a une sorte de mouvement général de la vie et que finalement, notre âme, notre animation ne devrait pas être autre chose que ça. Et que finalement, peut-être que nous, les humains, nous avons cette capacité de nous nommer nous-mêmes et de nous appeler êtres vivants humains, avoir une âme, et de désigner une réalité étrangère à l'âme globale, à l'animation globale de la vie. Et donc, de s'observer soi-même en se disant, est-ce que dans mes mouvements, est-ce que j'ai des mouvements de vie ou est-ce que j'ai une succession de choses comme ça, à droite, à gauche, et je suis en recherche de cohérence, et est-ce que je suis totalement cohérent, et est-ce que mes perceptions et mes attractions de sens, tu vois, ce qui capture ma conscience, est-ce que c'est dans un flow, mouvement continu, comme ce que je décris dans l'alchimie avec l'eau, ou est-ce que c'est une succession stromboscopique comme ça de flash, oh, il se passe ceci au Venezuela, il se passe ceci à Paris, il se passe cela en Ukraine, à Moscou, à Pékin, et une espèce de succession comme ça, et auquel cas, voilà, on est dans une, dans une méga boom avec tout le monde qui danse le jerk avec des mouvements saccadés. C'est un peu ça à quoi ça fait penser. Et finalement, tu vois, en lisant Platon, je me disais, c'est vrai que l'âme amène un ordre, amène une cohérence, amène une cohésion avec l'ensemble,
Donc c'est toujours cette idée de structure et d'ordre. Parce que je pense que le monde est profondément ordonné et chaque créature qui m'entoure est animée de son mouvement propre, dans un cadre, avec des limites, et avec des interactions possibles et avec des répulsions nécessaires. Tu sais, c'est les deux grandes forces, j'en parle dans le... Aussi, j'ai donné tout un enseignement sur Pythagore, l'homme serpent, je pense qu'il y a un livre aussi, qui parlait de ça, de ces deux forces qui sont les grands fondamentaux de la vie, tu vois. L'attraction, la répulsion sont les deux choses que tu dois percevoir en permanence et tu dois, au milieu de ça, suivre ton courant de vie et ton animation propre. Et tu vois, aujourd'hui, il y a ces révoltes de peuple, il y a ces choses révoltantes qui se passent. Et tu vois, je me suis rendu compte, là, ça m'a sauté aux yeux quand même avec la saisie du Venezuela, c'est que je me suis dit, ok, avant, nous, l'Occident, de manière générale, euh, on- nous avions des théologies, des sortes de théories. Alors la démocratie, l'ordre mondial, les alliances, l'ordre international, les Nations Unies. Tu vois, j'ai été élevé dans cette sorte de croyance. C'est vraiment une religion, hein, qu'il y a un ordre mondial suite à des grands conflits. On s'est dit, voilà, il faut la paix, la société des nations, vous savez, tous ces trucs-là. Le droit international, la Convention de Genève, les droits de l'homme. Voilà. J'ai été élevé vaguement dans la croyance qu'il y avait au-dessus de moi un ciel étoilé et que dans ces étoiles, il y avait le siège des Nations Unies, qu'il y avait voilà, la cour pénale internationale, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, à La Haye, tous ces trucs-là, qu'il y avait des conventions, et qu'il y avait une sorte de droit qui régnait, qui régulait les interactions entre les gens, et que donc il fallait s'y soumettre parce que c'était valide même à un niveau international. Et là, ce que j'ai trouvé fascinant avec l'opération au Venezuela, c'est que on n'a même plus besoin d'enfumer les populations avec un discours. On a pris vaguement 2-3 semaines pour dire ah, il y a du trafic de drogue, c'est des méchants, bim bam boum. Mais voyez, on s'embête plus à faire s'effondrer des tours à New York pour dire bon, vous voyez, il y a vraiment des méchants, il faut qu'on aille faire une opération qui va durer 20 ans. Et on n'a même plus à faire ça. C'est comme 2-3 semaines de com avec un bon cabinet conseil. Et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Et donc, on n'a plus besoin de faire croire qu'il y a des règles, qu'il y a des lois. Le problème de ça, c'est que c'était un peu le deal, c'est-à-dire que nous acceptions de nous soumettre sans arrêt à toujours plus de lois et de contraintes. À la fin, il va falloir avoir un permis de respiration, je pense. Euh, voilà, maintenant, il faut un permis pour un poulailler, il faut un permis pour planter une clôture, pour planter un arbre chez soi. Et parce qu'on se disait, bah, tout le monde joue le jeu, c'est comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que ça s'effondre. Et tu vois, je me disais, quand tu as une âme, c'est-à-dire un vrai mouvement de vie ce mouvement t'est donné par l'univers, puisqu'il est inscrit dans une partition collective et dans une logique, une cohérence collective et une harmonie. Et tu vois, Platon parle de ça encore quand il décrit l'âme qui est comme un cocher, qui a 2 chevaux, il y en a un qui veut toujours aller vers le multiple, le divers, l'autre qui veut aller vers le centre. Et donc le voyage de l'âme autour du soleil, ce cycle de l'année, ce cercle, c'est de trouver toujours cette justesse au milieu, cet équilibre entre ces deux forces, parce qu'il ne faut ni l'un ni l'autre pour l'existence humaine et que l'âme est un monde intermédiaire. Si tu es dans ce mouvement, tu es dans les lois de la vie, tu es dans les constantes de l'univers. Ce sont des choses qui me fascinent, qui me passionnent, parce que pour moi, dire Dieu, c'est une chose, mais si Dieu n'est pas les constantes de l'univers, je ne vois pas quel intérêt il y a à chercher de s'en rapprocher. Tu vois. Si Dieu, c'est quelque chose qui est contenu dans telle religion et qui est différent de l'autre, ça n'a aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est les constantes, les choses universelles. La gravité, la vitesse de la lumière, je ne les connais pas. Hein. Mais je sais qu'il y en a à peu près une trentaine, voilà, des constantes de Planck, je sais pas quoi. Vraiment, j'y connais rien. Mais ce sont les constantes de la vie. Et que donc, les constantes, un synonyme de les constantes de la vie, ça serait les lois de la vie. Les lois, les fondamentales, les choses autour desquelles tout peut se constituer et s'articuler. Mais tu ne peux pas transiger. Tu vois, dans ta physionomie, tu as des constantes vitales. Tu as ta glycémie, ta température corporelle, ta pression artérielle, machin. Voilà, tu as quelques constantes vitales qui sont vérifiées dès que tu arrives aux urgences. Et c'est autour de ça que tu fais ta vie quand tu y réfléchis. Donc ça devrait être les lois. Et on devrait mettre dans ce mot de loi ces choses-là qui sont nécessairement le bien commun, puisque je n'ai pas mes lois et tu n'as pas tes lois,
nous avons les lois de la vie qui sont les mêmes. Et avec cela, chacun de nous se fait une vie et s'organise et fait des expériences. Et je trouve que ce qui se passe actuellement, la destruction, le génocide total de la vente de la terre française à des multinationales, la transformation de, de, de la liberté entrepreneuriale fondamentale, la liberté expérientielle des paysans, euh, qui sont transformés en fonctionnaires, et même pas fonctionnaires, puisque l'État maintenant appartient à des multinationales, donc ils sont transformés en esclaves de vraiment l'aspect le plus atroce, le plus horrible de ce qu'on appelle le capital, mais je ne sais pas si la bonne définition du coup, des pouvoirs totalitaires de la finance. Voilà, on assiste à ça et on se rend compte que les lois ont été faites artificiellement pour maintenir une expérience sociale, une cohésion, une existence d'un groupe d'humains, mais qu'il n'y a plus du tout la présence des lois et des constantes de la vie, et que c'est devenu totalement artificiel. Donc on n'a même plus besoin de fabriquer des croyances maintenant, il y a juste une soumission à toutes ces lois artificielles. Et je me suis dit, avoir une âme, en tout cas moi c'est mon souhait, pour moi-même, d'avoir une âme, c'est essayer de retrouver ces lois de la vie et de les placer en priorité, vraiment de les mettre à la première place. C'est un peu ce qu'ont fait les religions avec tous leurs codes de loi respectifs. C'est cette vision c'est des tentatives, mais elles-mêmes souvent se sont transformées en outils de domination absurdes. Elles se sont extraites des lois naturelles, des lois de la vie. Et pour moi, ce que ça m'évoque, voilà, ce génocide total des racines de l'agriculture, c'est-à-dire de l'alimentation, c'est-à-dire de quoi? Du placenta d'un peuple. Ça m'évoque vraiment ça, le fait que les lois de la vie ne sont plus respectées, elles sont remplacées. Et donc, on sait très bien où tout ça va finir. C'est qu'il va falloir sans arrêt plus de lois pour compenser l'absence de réalité. Et à partir du moment, tu vois, où on met des quotas de production dans l'agriculture, où on décide, on a des catalogues de semences, où on a des obligations, on a des cours, on a des prix, on a voilà, ben on sort complètement de la réalité. On n'est plus du tout dans l'échange, dans la relation, on n'est plus dans le réel. Ça a commencé il y a longtemps, hein. Marion Sigaud, elle décrit très bien ça, comment le, les marchands de blé se sont implantés dans les campagnes françaises et ont commencé à faire de la spéculation et ont transformé le blé en objet de spéculation. C'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est pas comme ça qu'on nous a raconté l'histoire, évidemment. Donc voilà, moi, c'est comme une illusion qui tombe, une de plus, sur voilà l'existence d'un droit international et des conventions, et toutes ces choses-là. Tout ça n'a aucune réalité. C'est juste bon pour nous faire croire à un ciel en réalité. Donc tout ça était un mythe. Voilà. Quand la vie collective n'est pas organisée sur la présence de l'âme, et la présence de l'âme humaine réelle ne vient que de la nature, et elle n'est pas du tout étrangère à l'âme des plantes, des pierres, des animaux, de tout ce qui nous entoure, elle n'est pas étrangère au cycle des planètes et du cosmos, eh bien quand on n'a plus ça, on est effectivement obligé de créer un empilement sans fin, c'est des rubriques à braque, de, voilà, de choses abracadabrantes qui ne veulent plus rien dire, et ça finit dans le chaos total où finalement quelqu'un a la franchise de dire, et on ne peut pas lui enlever ça, la franchise de dire bah moi je vais prendre le Groenland. Puis vous allez faire quoi? Rien. Et de toute façon j'ai déjà fait le deal à table avec d'autres, donc les dés sont jetés. Donc voilà ce que ça m'inspirait. Je voulais vous lire un passage de Platon que je trouve très très beau, qui est dans La République. Et donc à un moment donné, voilà, Socrate reparle avec son interlocuteur. Il dit oui, on s'était dit quoi hier? On était arrivé parce qu'il réfléchit sur la notion de justice. C'est le gros sujet, hein. Est-ce que c'est juste de venir prendre un chef d'État dans un pays parce que en disant oui, mais son peuple est malheureux, ou est-ce qu'on doit
Voilà, est-ce que la démocratie existe? Est-ce que cet homme-là a vraiment été élu? Est-ce qu'il est légitime? Légitime, ça vient de la loi, ça vient du mot loi, légal. Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui est illégal? Tu vois, est-ce que tu peux ne pas respecter la démocratie quand finalement c'est pour le bien des gens? Enfin, tu vois, toutes ces questions-là qui amènent, je trouve, une grosse confusion. Et, euh, et j'adore donc Socrate dit, la vérité est que la justice était apparemment quelque chose de ce genre, à la différence près qu'elle ne concerne pas la réalisation extérieure des tâches propres de l'homme, mais l'action intérieure. Voilà. Et là, moi, je me dis, ça y est, je tiens un filon parce que je peux l'appliquer à ma vie intérieure. Parce que je ne suis pas intéressé pour être un homme de plus, comme il y en a eu des millions avant moi, qui réfléchissent sur la justice ou l'injustice de telle ou telle situation internationale, politique actuelle, de telle actualité, de telle chose. Moi, je veux intérioriser ma réflexion et ma présence dans ce monde. Celle qui existe dans un rapport réel à lui-même et aux tâches qu'il accomplit. Que l'homme juste n'autorise aucune partie de lui-même à réaliser des tâches qui lui sont étrangères. Et donc là, il va développer en disant que ta pensée ne réalise pas quelque chose qui est étranger à sa fonction, à sa nature, qui est la réflexion. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des tâches, il y a des parties de ta vie, il y a des actions dans lesquelles ton cœur est le maître d'œuvre. Que ce ne soit pas ta pensée qui prévale sur ton cœur à ce moment-là et dans l'exécution de ces tâches. Sinon, tu vas amener la confusion. Et il parle de ça pour toutes les parties de notre être. Euh, qu'il ne laisse pas les classes qui existent dans son âme se disperser dans les tâches les unes des autres. Tu vois, c'est ça l'idée d'un gouvernement, c'est l'organisation. C'est-à-dire que s'il y a, comme en France avec la Ve République, le chef du gouvernement, le chef de l'État a une méga fonction, c'est quasiment un dictateur légal. Il a une puissance d'action colossale. Ce n'est pas le cas dans toutes les constitutions. Eh bien, si une personne est mise à cet endroit-là, il ne doit exercer que ce pouvoir-là lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on fait appel à sa capacité. Il devrait avoir une capacité naturelle à trancher ce qui par ailleurs ne peut pas être tranché. Par exemple, je prends vraiment un exemple et je ne parle pas des personnes qui sont en place actuellement. Mais qu'il établisse au contraire un ordre véritable des tâches propres, qu'il se dirige lui-même et s'ordonne lui-même, qu'il devienne, écoutez comme c'est beau, qu'il devienne un ami pour lui-même. Et je pense que nous vivons énormément dans la confusion, dans la division, dans la violence intérieure d'abord. Voilà. Qu'il devienne un ami. Deviens un ami pour toi-même. C'est beau, non? Qu'il harmonise les trois principes existants en lui, exactement comme on le fait des trois termes d'une harmonie musicale. Le plus élevé, le plus bas et le moyen. Ça, c'est vraiment pythagoricien. Qu'il lie ensemble tous ces principes de manière à devenir, lui qui a une constitution plurielle, oui, l'être humain est au moins amphibie, il est multiple. Lui qui a une constitution plurielle, qu'il devienne un être entièrement unifié, modéré, c'est-à-dire juste, et en harmonie. Ainsi, s'il lui arrive d'exercer une activité en vue de la possession de la richesse, hashtag Venezuela, hashtag Ukraine, hashtag toutes les guerres, Congo. Donc, écoutez, là, c'est concret, là. Ainsi, s'il lui arrive d'exercer une activité en vue de la possession de la richesse, ou des soins du corps, ou de quelque affaire politique, ou de relations avec des particuliers, que dans toutes ces occasions, il agisse de telle façon qu'il trouve juste et belle, en la nommant ainsi, l'activité qui préserve cette disposition et en assure la réalisation, et qu'il appelle sagesse la connaissance qui préside à cette activité, et qu'il appelle au contraire activité injuste celle qui va toujours à l'encontre de cette disposition, et ignorance l'opinion qui préside à cette activité. Ignorance, l'opinion. Voilà. À relire 3 fois par jour pendant 15 jours avant de se coucher pour un effet approfondi et pour une infusion, une décoction, une décantation.
Voyez, je vais finir ce petit partage en vous disant que, à propos du Venezuela, tu vois, si je m'assois et j'entre, je me pose avec la nature qui m'entoure et j'entends. On me pose la question, regarde qu'est-ce qui se passe au Venezuela, il y a du pour, du contre, peu importe. Vous voyez, moi, ce qui vient à l'intérieur de moi, ce qui émerge, mais c'est quoi le Venezuela? Ça n'existe pas. C'est une création humaine qui a été faite pour quoi? Pour le pouvoir, pour la domination, pour l'or, pour la richesse, pour le prestige, tu vois, pour le contrôle. Donc, déjà au départ, c'est une création imparfaite et remplie de mauvaises intentions et motivations. Et donc, je regarde le monde et je vois que cette terre, elle existe. Pourtant, elle est bien réelle et il y a un peuple qui vit là. Mais c'est le peuple, ce sont les enfants du fleuve. C'est-à-dire que le vrai dirigeant du Venezuela de tout temps, c'est l'Orénoque. C'est le fleuve. C'est un énorme fleuve. Il est 25 fois plus puissant que le Rhône. Enfin, c'est absolument colossal. Moi, j'ai lu des récits des premiers explorateurs européens qui arrivaient dans les côtes et à un moment donné, ils se sont retrouvés pris dans une méga tempête. Leur bateau a failli chavirer. Je crois même qu'il y en a qui sont coulés. En fait, après, on s'est aperçu qu'ils étaient à l'embouchure de l'Orénoque, le fleuve, et il dépote tellement d'eau qu'il les a complètement envoyés balader. L'Orénoque est un être vivant, c'est le roi de cette terre et cette terre est son territoire. Tout le reste n'est rien, tout le reste est du bruit, voilà, c'est comme quand vous vous souvenez quand on était à la cour de récréation, toi tu joues aux billes, c'était quoi? Il y avait les billes de terre, les plombs, les agates, les tigres, je me rappelle plus bien, voilà, donc tu avais le petit caïd, voilà. Tout ça n'a aucune réalité, tout ça n'a aucun sens. Et donc, pour moi, un gouvernant légitime, déjà, ne gouvernerait pas la totalité du bassin de l'Orénoque. Et au moins, il s'inclinerait devant l'Orénoque et il lui ferait des offrandes et il serait en communion avec lui. Et il serait le prophète de l'Orénoque et il parlerait en son nom. Et il dirait des paroles sages. Voilà. Et la même chose avec le Mississippi. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à la réalité des territoires et voilà, de ce que c'est. Vous voyez, moi, voilà, c'est comme ça que je fais. Je me pose et je me dis, qu'est-ce que la Terre pense de cette histoire? Elle ne connaît même pas le mot Venezuela, ça n'existe pas. Par contre, Orénoque, ouais. Bon, pas le mot Orénoque, ça c'est un nom qu'on a donné, mais il y avait des peuples là qui vivaient, qui étaient en communion avec ce fleuve et qui l'ont nommé probablement. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Voilà, c'est lui le vrai chef, le vrai roi de cette terre. Et dans le fond, c'est lui la vraie réalité. Tout le reste, c'est du vent et du flanc. Et c'est du bruit. C'est le bruit et la fureur du monde. Donc, est-ce qu'il y en a un qui est plus légitime qu'un autre? Voilà. Après, les hommes se dotent de ce qu'ils veulent comme organisation, mais moi, si j'habitais là-bas et que j'avais un chef qui ne s'incline pas, qui ne communie pas, qui n'est pas dans la paix et la fusion profonde avec le vrai roi, le vrai Dieu dans un sens de cette terre, je ne le reconnaîtrais pas. Je me dirais qu'il est là pour d'autres intérêts cachés et ça ne m'intéresse pas. Dieu seul règne, Dieu seul est bon. Et vous voyez, en ce qui concerne ce qui se passe en Europe, avec tous ces agriculteurs, ces paysans voilà, qui sont poignardés, on dirait peut-être de façon finale. Vous voyez, moi, ce qui m'est venu en me posant sur cette situation, c'est quelque chose de simple. C'est que, tu vois, quand quelqu'un vient et te donne à manger, quand quelqu'un te nourrit, eh bien, au bout d'un moment, tu lui appartiens et tu n'es plus capable d'avoir ta propre subsistance. Et donc, ça fait très longtemps que les personnes qui travaillent la terre sont soumises. Alors, ça s'est fait, c'est comme une mâchoire de requin, tu sais, tu rentres ta main, puis tu peux de moins en moins ressortir. Et toute cette idée comme je vous ai dit, de subvention, de quotas, de sélection, d'autorisation, tu vois, il faut une autorisation de semences cultivées et tout ça. Ça fait très longtemps que c'est en cours. Donc, si tu veux, c'est comme quand tu te compromets, que tu t'habitues, que tu t'installes dans une relation dysfonctionnelle, souffrante, toxique, létale même. Tu sais, au bout d'un moment, c'est compliqué, hein. Et je pense que la seule solution, pour moi, hein,
elle est collective dans le sens où s'il y a des producteurs près de chez vous, tu vois ici, il y a, juste à côté, il y a un endroit qui s'appelle la Maison du Miel. Ils produisent leur miel et ils vivent entièrement en vente directe, beaucoup en cash, en liquide, en argent liquide. Eh bien moi j'aime ça et je pense que je me sens comme le protecteur de, de mes frères et sœurs qui se sont passionnés, qui se dédient et qui font des extraordinaires produits de la ruche. Voilà. Et je pense que nous devrions redécouvrir la validité, la réalité, l'importance de tout ça. J'ai un ami d'enfance qui a fait ces initiatives, je ne sais pas où il en est, je sais qu'il a eu des grosses difficultés, il s'appelle Yezid, il est à Montferrier sur l'Aise, dans l'Hérault. Et voilà, de notre enfance, on a tiré, je pense, tous les deux, ce goût de la liberté finalement, et de l'autonomie et de la souveraineté. On l'a vécu chacun à notre façon. Mais je pense que c'est ça la clé, c'est-à-dire que s'il y a des producteurs près de chez vous, financez-les par des échanges. Voilà, financez-les en direct, sans intermédiaire. Je pense que c'est vraiment ça la solution. Et il n'y aura pas d'autre souveraineté. Je pense qu'il n'y a absolument rien à attendre de, des démons qui sont cachés derrière tous les pantins que vous voyez, dont on voit les images et dont les noms défilent régulièrement au, sur le siège des ministères de l'agriculture dans tous les pays. Voilà, tout ça, c'est du flan total et c'est complètement irréel. Et ça a été mis en place par de toute façon un système économique qui veut juste faire du profit sans travailler. Voilà, c'est toujours la même histoire. Avoir quelque chose qui n'est pas à toi parce que tu ne l'as pas gagné à la sueur de ton front. Voilà, ce n'est pas le tien donc. Et donc des échanges qui sont injustes, c'est-à-dire ne pas avoir gagné ce que tu as. C'est faire transpirer les autres. Donc voilà, c'est donc quelle est mon opinion j'ai pas d'opinion vraiment. J'essaie de constater ce contexte, l'absence d'âme, la dépendance qui se développe, l'absence de cohérence et d'établissement sur une terre réelle, l'absence de communication avec les vrais êtres puissants des terres. Et la seule porte de sortie que je vois, elle est à l'intérieur de chacun de nous. C'est, pour ceux qui connaissent la référence, c'est la bombe humaine. Voilà. Elle est à côté du cœur et c'est ça. C'est la seule bombe à faire exploser. C'est-à-dire retrouver des relations de cœur et de réalité, pas seulement entre nous les humains, mais savoir que la vie est vivante et donc d'essayer de retrouver son âme, son mouvement propre. Je ne sais pas si ton mouvement propre, c'est d'être dans un tracteur en train d'aller assiéger la capitale, tu vois, je ne sais pas. Franchement, moi, je n'ai jamais, j'ai jamais pris ce parti parce que je n'y crois pas vraiment. Je n'y crois pas vraiment. C'est plutôt d'incarner le changement concrètement. Et donc, c'est bien beau de soutenir, bien sûr, on soutient un être qui se révolte et qui veut aller briser les chaînes et défoncer la porte de sa prison. On le soutient, bien sûr, mais il n'y a pas de sortie à l'extérieur. La sortie de la prison, elle est à l'intérieur de toi. Et il faut retrouver ton mouvement d'âme. Tu vas t'apercevoir que peut-être tu n'as jamais été ce que tu croyais être. Voilà. Puisque tu entres en lutte, en opinion même, en opinion, tu vois. Pour le Venezuela, tu as une opinion, tu as une lutte d'opinion sur de tel bord ou de tel bord. Mais tu entres en lutte contre des gens qui de toute façon n'ont pas d'âme. Ils ne sont pas. Et donc la victoire, elle est acquise à celui qui retourne dans le grand mouvement de l'âme de l'univers. Et la victoire lui est garantie. C'est pour ça que les religions ont dit oui, si vous êtes avec Dieu, rien ne pourra vous arrêter, que vous pourrez déplacer des montagnes, tu sais, tous ces discours de victoire absolue. Après, il y a des êtres ambitieux en politique et en pouvoir qui les ont pris et qui ont essayé le signe, tu sais, le signe de l'empereur romain sur le champ de bataille, par ce signe tu vaincras. Voilà, ils ont pris ces signes pour essayer de devenir des guerriers, des combattants qui ont raison. Mais au départ, il y a une réalité initiatique, il y a un sens profond dans ça qui est que si tu retrouves le mouvement de l'âme du cosmos et que tu le réintègres, traité de réintégration des êtres, de Martinez de Pasquali, tu réintègres l'être, l'âme, tu retrouves ton âme, tu vas retrouver un mouvement propre. Franchement, je vous ai donné énormément de clés dans Alchimie haut. Allez voir ça. J'en parle vraiment beaucoup. Et Pythagore, l'homme serpent, il a donné un enseignement qui n'est pas des mathématiques pour l'école. Il a donné un enseignement qui est des mathématiques pour retrouver les constantes de la vie. Et là, tu vas t'apercevoir que
beaucoup de choses qui se passent dans le monde sont des conséquences d'extraction des constantes de la vie et des tentatives de créer une âme en dehors de l'âme. Hashtag tumeur cancéreuse. Voilà. Bon, je ne veux pas finir cette vidéo sur ce mot, mais... Les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis encore en train de travailler avec mon équipe pour vous proposer des reliances régulières. Je sais que je vous en parle, mais ça s'approche. La semaine prochaine, on va être en mesure d'élargir un petit peu le cercle. On a beaucoup de défis techniques à relever parce que c'est pas évident de se connecter, de pouvoir interagir dans le monde entier simultanément, en direct, etc. Donc, merci de votre patience. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, l'agenda est à disposition de toutes les activités. Je vais venir à votre rencontre en France pour une tournée de conférences, en Belgique et en Suisse pour des incroyables week-ends de reliance. Je vais vous montrer comment se relier à vous-même, comment se relier justement à ce mouvement, à cette âme, retrouver votre âme en fait progressivement, votre mouvement profond. Et puis, il y a donc le nouveau programme d'accompagnement incroyable qui s'appelle Libre et Conscient. C'est pour les plus ambitieux d'entre vous, les plus déterminés. Et il y aura donc un grand cycle d'enseignement vivant dans lequel je vais approfondir l'enseignement que j'ai donné l'année dernière sur ces 3 mondes dont parle Platon justement. Voilà, je vais m'approcher un peu plus de vous montrer comment maîtriser progressivement ces 3 mondes pour devenir des amis pour nous-mêmes. Voilà. Nous suivons une voie pythagoricienne, si elle peut porter ce nom, mais je pense qu'elle est universelle, qu'elle est chrétienne, qu'elle est profondément dans l'essence de toutes les sagesses du monde. Je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse, je vous salue partout dans le monde. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires, pour vos partages. Je ne réponds pas à tout bien sûr, mais je vous lis. Pour vos pouces, pour vos soutiens. Allez sur le compte Instagram aussi, je diffuse beaucoup d'informations sur Insta. Je réponds à des questions régulièrement, j'ouvre des espaces. Posez-moi une question, donc vous pouvez me poser. Alors, si vous me demandez quel âge j'ai, combien je mesure, voilà, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est sur les sujets dont je vous parle. Voilà, c'est ça qui m'intéresse de vous communiquer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette semaine. Je vous envoie un beau rayon de soleil qu'il y a aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre âme. Et essayez de retrouver en profondeur, dans le silence, dans la douceur, dans la discrétion, le mouvement profond de votre âme. C'est la plus belle, la plus efficace façon de guérir les gens qui vous entourent, que vous aimez et pour lesquels vous souhaitez le bien. À la semaine prochaine.